l'examen du rachis cervical s'effectue le patient posturé dos au praticien. Il va s'attacher d'abord à déterminer un secteur de dysfonctionnement marqué par une raideur et une douleur selon les 6 incidences classiques permettant de tracer le schéma en étoile de l'œsagénère. Il est conseillé de combiner des inflexions, notamment sur l'extension et les 2 rotations, permettant souvent de définir un secteur douloureux qui n'apparaissait pas évident lors d'une rotation en position dite indifférente. À l'issue de cette phase, l'on recherche des signes de souffrance interarticulaire postérieure depuis C2 jusqu'à T1 et T2, par une palpation ferme du non-brutal qui s'effectue par l'intermédiaire de la pulpe du médius, renforcée au mieux par l'index. Cet examen est comparatif entre les 2 côtés. Il va permettre de retrouver du côté symptomatique une zone indurée, globuleuse et sensible, significativement plus marquée que du côté opposé sain. La plupart du temps, c'est le segment C2 et C3 qui est symptomatique. L'on va s'attacher ensuite à retrouver des signes d'irritation des branches postérieures des nerfs cervicaux, se traduisant par une rétraction douloureuse de la peau sous contrôle du métamère correspondant. La manœuvre du palpé roulé permet de mettre en évidence ces zones assez facilement. Il s'agit d'une manœuvre délicate qui consiste à repousser la peau comme une vague et non pas à pincer, les pouces restant en opposition. Il ne quitte pas la peau durant toute la manœuvre. L'on parcourt la zone allant de la pointe de l'omoplate jusqu'en région paracervicale latérale. L'on complète ensuite cet examen par la recherche de points douloureux parathoraciques supérieurs, en général entre T3 et T5, qui signent soit la projection de douleurs musculaires à partir de la souffrance cervicale, soit de contractures locales en rapport avec un dysfonctionnement thoracique supérieur à ceci. C'est la poussée latérale sur une des épineuses dorsales qui va révéler le niveau de dérangement d'une des 2 vertèbres. À partir de là, la manœuvre contrariée sur la vertèbre sus et sous-jacente à cette vertèbre symptomatique va permettre de préciser le niveau et le sens du dysfonctionnement qui devra alors faire l'objet d'une intervention mécanique appropriée. Voici la poussée unilatérale, qui va définir une vertèbre un peu plus douloureuse lors de la poussée droite que de la poussée gauche. Dès lors, en prenant cette vertèbre comme repère, l'on va appuyer sur celle-ci dans le sens qui était le plus douloureux, puis en même temps sur la sous et sus-jacente. On va donc définir avec une extrême précision le segment et le sens très électivement symptomatique. Et l'on devra traiter ensuite, évidemment, ce segment. Je vous ai figuré ici les 2 faisceaux du muscle angulaire, le supérieur et l'inférieur, par rapport au rebord palpable de l'omoplate. La palpation s'effectue avec les 2 pulpes de l'index et du majeur jointes, en appuyant fermement mais pas fortement et en s'attardant quelques instants. On opère de la même façon, un peu plus verticalement, sur le faisceau inférieur de l'angulaire. L'examen est évidemment comparatif avec l'autre côté, et l'on demande au patient s'il a une sensibilité plus marquée d'un côté que de l'autre, et la palpation révèle en principe une induration. Avec un peu d'habitude, elle est assez facile à mettre en évidence par l'examinateur. Parallèlement, l'on retrouve très fréquemment en regard une cellulalgie qui peut remonter un peu vers le rachis cervical, mais qui en aucun cas n'ira
plus bas. Ici, nous sommes plutôt en C6 et C7. Alors que là, il peut y avoir une cellulalgie authentiquement C4 et qu'on le retrouvera de façon symétrique sur les plans antérieurs. Le trapèze, on retrouve assez facilement en parcourant toujours avec nos deux pulpes le dessus du relief de l'épaule et l'on appuie pareil assez fermement. On peut être un peu plus proximal, un peu plus distal, mais sans atteindre l'acromioclaviculaire. Même chose, l'examen est comparatif par rapport à l'autre côté. Nous voyons ici bien tendu le muscle sternocléidomastoïdien et nous devons imaginer que ici, vers la première et deuxième côte, viennent s'insérer les scalènes, scalène moyen et scalène postérieur en particulier. Le sternocléidomastoïdien se masse, se presse entre les deux doigts, pas de façon forte, mais de façon maintenue, et l'on retrouve en principe un niveau beaucoup plus douloureux qui peut même, si l'on s'attarde au-delà de 10 ou 12 secondes, réveiller une céphalée. Concernant le scalène, on repère la première côte, juste derrière la clavicule, et on parcourt transversalement les insertions, très en avant du scalène antérieur, un peu plus en arrière du scalène moyen, et sous le trapèze, ici vers l'arrière, plongeant vers la deuxième côte, le scalène postérieur. Concernant la région des sternocléidomastoïdiens, il n'est pas rare de retrouver une importante cellulalgie en regard, qui peut, dans certaines névralgies C4, se projeter verticalement sous la clavicule. Voilà, ce n'est pas une métamérisation horizontale, on a ici un rameau venant du plexus cervical superficiel et qui aboutit par ici, et que vous mettrez en évidence toujours par un massage en palpé roulé perpendiculaire à la cellulalgie. Topographie. La recherche d'une cellulalgie dans les branches antérieures de C2 et C3, ici le sourcil et la peau de la tempe pour C2, un peu plus bas le long de la branche montante du maxillaire et l'angle inférieur de la mâchoire pour C3 sont un temps essentiel de l'examen, permettant de confirmer la notion d'un dérangement intervertébral C2, C3, particulièrement fréquent dans ce type d'acouphène somatosensoriel. Parallèlement, l'on recherchera attentivement l'existence d'une cellulalgie postérieure, notamment dans la région pariétale et dans la région sous-occipitale, également avec un examen comparatif.